Someone could. Okay, excellent. Thank you. So, greetings, comrades and friends. Thank you for joining us today. This webinar is hosted by the Coalition for the Elimination of Imperialism in Africa. Our coalition is a multi-continental alliance of Pan-African organizers. We are anti-imperialist and socialists in defense of all African people's struggle for liberation and self-determination. Our defining objectives are to provide an anti-imperialist perspective to developments in Africa for the international public and to develop solidarity networks and campaigns for anti-imperialist organizations based in Africa. So my name is Prudence Irika. I am a member of the coalition and I will be your host today. And my sister Anta Jibo will be assisting me with translations. Bonjour camarades et amis et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Ce webinaire est organisé par la Coalition pour l'élimination de l'impérialisme en Afrique. Notre coalition est une alliance multicontinentale de militants panafricains. Nous sommes un mouvement anti-impérialiste et socialiste qui défend la lutte de tous les peuples africains pour la libération et l'autodétermination. Nos objectifs principaux sont de fournir au public international des perspectives anti-impérialistes sur les développements en Afrique et de développer des réseaux et des campagnes de solidarité avec des organisations anti-impérialistes basées en Afrique. Votre hôte aujourd'hui s'appelle Prudence Itika et je suis Anta Jibo et je vais assister avec la traduction. So today's webinar has two purposes. Firstly, for those of you who are not aware, our coalition recently launched the Kwame Nkrumah Fellowship for African Organizers. In accordance with our objectives as a coalition, we recognize that supporting Pan-African organizers in critical areas is a strategic imperative. This $5,000 fellowship, which will be awarded to an African organizer each year based on their track record as anti-imperialist and Pan-Africanist organizer, which would enable them to either launch a self-sustaining project or to develop initiatives that would directly contribute to our continent's liberation. Whether used to support their well-being, their personal well-being, so they can focus fully on organizing, or to fund grassroots movements, the fellowship reflects our belief that strong, self-reliant organizers are essential to critically advance our struggle for collective liberation. Le webinaire d'aujourd'hui a deux objectifs. Tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, notre coalition a récemment lancé la bourse Kwame Nkrumah pour les militants africains. Conformément à nos objectifs en tant que coalition, nous reconnaissons que soutenir les militants panafricains dans des domaines critiques est un impératif stratégique. Cette bourse sera attribuée à chaque année à un organisateur africain sur la base de ses antécédents en tant que militant, anti-impérialiste et panafricaniste. Ce qui lui permettra de lancer un projet autonome ou de se développer des initiatives qui contribuent directement à l'autodétermination de l'Afrique, qu'elles soient utilisées pour soutenir leur bien-être personnel afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur l'organisation ou pour financer des mouvements de base. La bourse reflète notre conviction que des militants forts et autonomes sont essentiels pour faire avancer de manière critique notre lutte pour la libération collective. Today, we would like to announce the first recipient of this fellowship, Maurice Odingo. Maurice Odingo is a Pan-Africanist organizer born and raised in the Democratic Republic of Congo. He is one of the founding members of the socialist organization Comité de Kinshasa and its current general secretary. He is also editor-in-chief of the workers' newspaper Kemafumbe and a member of our coalition. Aujourd'hui, nous souhaitons vous annoncer le premier bénéficiaire de cette bourse, Maurice Odingo. Maurice Odingo est un militant panafricain, né et élevé en République démocratique du Congo. Il est l'un des membres fondateurs de l'organisation socialiste Comité de Kinshasa et son actuel secrétaire général. Il est également rédacteur en chef du journal ouvrier Kemafumbe et membre de la coalition pour l'élimination de l'impérialisme en Afrique. For the past 2 years, Maurice has worked in the mining sector based in Fungurum, which is a rural commune of Kolwezi, which has severely stunted his ability to organize due to the exceptionally long hours, 14 hours a day, 6 days a week. This fellowship will allow Maurice to use the funds to create an economic activity in Kolwezi that generates enough income to cover his essential needs and allows him to focus on full-time organizing for the African struggle with his organization.
Depuis déjà 2 ans, Maurice travaille dans une société minière basée à Fungurum, une commune rurale de Kolwezi, ce qui a gravement nuit à sa capacité de s'organiser en raison d'horaires exceptionnellement longs, 14 heures par jour, 6 jours semaine. Cette bourse lui permettra d'utiliser les fonds pour créer une activité économique à Kolwezi qui génère suffisamment de revenus pour couvrir ses besoins essentiels et lui permet de se concentrer à temps plein sur l'organisation de la lutte africaine. As we all know, it is through the exploitations of raw materials in the DRC that the imperialist nation can finance their wars all over the world, such as in occupied Palestine, in the Sudan, and in the DRC itself. The only solution to put an end to these barbarities is to organize every sector of the masses to attack the imperialist interests. Kolwezi, where Maurice has chosen to work and organize with the Comité de Kinshasa, is considered the cobalt capital of the world. It is home to many major foreign mining companies, but the population of this region is unaware of how these companies play a part in their material suffering. Maurice and the Comité de Kinshasa are filling a critical gap in organizing these workers to bring about radical change. Comme nous le savons tous, c'est par l'exploitation des matières premières que les puissances impérialistes financent les guerres dans le monde entier, en Palestine, au Soudan, en RDC aussi. La seule solution pour mettre fin à ces barbaries est d'organiser dans tous les secteurs des masses pour attaquer les intérêts impérialistes. Kolwezi, où Maurice a choisi de travailler et de s'organiser avec le comité de Kinshasa, est considérée comme la capitale mondiale du cobalt. Elle arbitre des nombreuses sociétés minières étrangères, mais la population de cette région n'est pas consciente de la façon dont ces sociétés jouent un rôle sur ses souffrances matérielles. Maurice et le comité de Kinshasa comblent une lacune très importante dans l'organisation de ces travailleurs en vue d'un changement radical. As Africans, it is imperative for us to understand the critical importance of the Congo for our continent's liberation. Kwame Nkrumah told us that the Congo is the heart of Africa, and any wound inflicted upon it is a wound against all of Africa. As socialists and anti imperialists and all justice loving people, let us never forget that the imperialist wars being waged across the planet are funded by the exploitation of Africa in general, but the Congo in particular. En tant qu'Africains, il est impératif que nous comprenions tous l'importance critique du Congo pour la libération de notre continent. Kwame Nkrumah nous a dit que le Congo est le cœur de l'Afrique et que toute blessure infligée à ce pays est une blessure infligée sur tout le continent. En tant que socialistes anti-impérialistes et tous ceux qui aiment la justice, n'oublions jamais que les guerres impérialistes qui se déroulent sur la planète sont financées par l'exploitation de l'Afrique en général et du Congo en particulier. We have chosen Maurice as our first recipient to highlight the critical role that the Congo must play in our collective liberation. We're asking all of you who are present today to please support this new initiative, to please help us advance the struggle for Congo's liberation and make a contribution to our fellowship. In the Zoom group chat, you'll find links to donate. We aren't asking for a lot because a little bit from all of us goes a long way. So please donate to this project and amplify it. Please encourage your comrades and community members to do the same. If you have any questions regarding this fellowship, please feel free to reach out to us directly. One of our comrades will drop our email in the chat. And if you have any other questions, there are other members of our coalition present today who can answer some of them in the chat. Nous avons choisi Maurice comme premier récipiendaire pour souligner le rôle critique que le Congo doit jouer dans notre libération collective. Nous demandons à tous ceux qui sont présents aujourd'hui de soutenir cette nouvelle initiative, de nous aider à faire avancer la lutte pour la libération du Congo et de contribuer à notre bourse. Dans le chat du Zoom, vous trouverez des liens pour faire des dons. Nous ne demanderons pas grand-chose parce qu'une petite contribution de chacun d'entre nous peut faire une grande différence. Alors, s'il vous plaît, faites un don à ce projet et amplifiez-le. Encouragez vos camarades et les membres de la communauté de faire de même. Si vous avez d'autres questions concernant cette bourse, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Un de nos camarades va ajouter notre adresse courriel dans le chat et d'autres membres de la coalition présents ici aujourd'hui pourraient même répondre à vos questions. Now, the second purpose of our gathering here today is, of course, to learn and to sharpen our analysis, and the focus is still on our beloved Democratic Republic of Congo, where the enemies of Africa and of humanity are once again plotting. Their latest strategy, the Libido Corridor, or you might have also heard it being called the Libido Atlantic Railway, has not really received enough attention from the masses of people around the world. This railway or corridor will connect the DRC, Zambia, and Angola.
Now, of course, if you have done a little bit of research on this project, most of the articles you'll find are written by Western media lackeys, and they paint this project as something positive. Words such as increasing regional integration, connecting African countries, creating employment for Africa will come up in these various articles. And if you aren't vigilant and if you don't have a proper analysis, you might even champion this new project. But the reality is that the Libido Corridor, primarily sponsored by the United States government and the European Union, is yet another means for the imperialists to plunder the Congo and rapidly export our stolen wealth to the West. If you remember earlier when I was speaking about Maurice, I mentioned the city Kolwezi a couple times, which is where Maurice currently resides and organizes. Kolwezi is the cobalt capital of the world, and it also holds 10% of the world's copper. These are minerals that are the imperialist countries desperately need to finance their existence and their wars. The primary purpose of this corridor or railway is to plunder this critical region and to rapidly export it to Europe via the Atlantic Ocean from the port of Lobito in Angola. Le deuxième objectif de notre réunion aujourd'hui est bien sûr d'apprendre et d'affiner notre analyse. Et l'accent est toujours sur notre chère République démocratique du Congo, où les ennemis de l'Afrique et de l'humanité complotent une fois de plus. Leur dernière stratégie, le corridor de Lobito, ou comme vous l'avez peut-être entendu, le chemin de fer atlantique de Lobito, ça n'a pas reçu suffisamment d'attention de la part des masses du monde entier. Ce corridor ou chemin de fer va relier la RDC, la Zambie et l'Angola. Bien sûr, si vous avez fait quelques recherches sur le projet, la plupart des articles que vous trouvez sont écrits par des médias occidentaux et ils décrivent le projet comme quelque chose de positif. Des mots tels que l'augmentation de l'intégration régionale, la connexion des pays africains, la création d'emplois pour pour les Africains reviennent sans cesse dans ces articles. Et si on n'est pas vigilant, si on ne fait pas la bonne analyse, on peut même se faire champion de ce nouveau projet. Mais la réalité est que le corridor de Lobito est principalement sponsorisé par le gouvernement des États-Unis et de l'Union européenne. Et c'est juste un autre moyen pour les impérialistes de piller le Congo et d'exporter rapidement nos richesses volées vers l'Occident. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'on a parlé de Maurice, nous avons mentionné à plusieurs reprises la ville de Kolwezi. Et c'est où Maurice réside et s'organise actuellement. Kolwezi est considérée comme la capitale mondiale du colbate et elle détient 10% du cuivre mondial. Ce sont des minéraux dont les impérialistes ont désespérément besoin pour financer leur guerre. L'objectif premier de ce corridor ou chemin de fer est de piller cette région critique et de l'exporter rapidement vers l'Europe via l'océan Atlantique à partir du port de Lobito qui se trouve en Angola. So we're really lucky to have Maurice here today, who is not only a serious anti-imperialist organizer, but who also happens to live and to organize in this region where the imperialists are currently hyper-focused on, and therefore he can provide us with first-hand account of the situation. So today's program, we've prepared 4 questions for Maurice, and then afterwards, we are going to take some questions from the audience. Maurice will be speaking in French, and I will translate his replies in English. We've hosted Maurice before with very few technical difficulties, but as always, we ask you to please be patient with us. Our content has been severely underdeveloped, and stable connection is sometimes hard for our comrades on the ground. So let us begin. Please welcome Maurice Odingo. Like I said earlier, he is the General Secretary of the socialist organization called Comité de Kinshasa, and he's also a member of our coalition. Nous avons la chance d'avoir ici aujourd'hui avec nous Maurice, qui n'est pas seulement un militant anti-impérialiste, mais qui vit également dans la région sur laquelle les impérialistes se concentrent actuellement et qui peut nous donner un compte-rendu de première main sur la situation là-bas. Nous avons préparé 4 questions pour Maurice aujourd'hui et nous répondrons ensuite aux questions du public. Maurice va s'exprimer en français et Prudence va traduire ses réponses en anglais. Nous avons déjà accueilli Maurice avec très peu de problèmes techniques, mais comme toujours, s'il vous plaît, soyez patient avec nous. Notre continent a été sévèrement sous-développé et une connexion stable peut être difficile pour nos camarades qui sont sur le terrain. Comme on l'a dit plus tôt, Maurice est le secrétaire général de l'organisation socialiste appelée Comité de Kinshasa et il est également membre de notre coalition. OK, so bienvenue Maurice. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter à ton introduction avant qu'on ne débute? Merci camarades, bonsoir à tous. Il n'y a rien de grave à ajouter sur moi. Et le plus important, je fais partie de militants panafricains
et qui travaille sur terrain ici au Congo. Okay, merci. So I just asked Maurice if there's anything he wanted to add to just his introduction and his bio, and he said not really. His name is Maurice, and he is part of the Pan-Africanist militants who are, struggling on the ground in the Congo. So I'll say the questions in English first, and then I'll say them in French, and then I'll translate. So it'll just be me and Maurice now, and so I will be translating all of his answers. So the first question we have for him is, what is the Lubito Project? What are its principal aims, and who are the main players involved? Dans la première question, Maurice, c'est quoi d'abord le projet de Lobito? Quels sont ses principaux objectifs et qui sont les acteurs principaux aussi? Ok, merci pour la question. C'est quoi le projet du corridor Lobito? Oui, c'est une question vraiment intéressante que nous devons un peu éclaircir. Le corridor de Lobito, c'est un chemin de fer construit par le pouvoir coloniaux belge et portugais entre 1902 et 1929 pour exporter vers l'Europe le cuivre congolais. Ça, c'est une partie historique de ce projet. Donc, le projet existait depuis longtemps, depuis 1900 ED jusqu'à 1929 que le corridor a été construit. Okay, so on va aller petit à petit. So the first thing he says, so the railway, this corridor is actually something that dates back to the height of colonialism, which like it was originally built sometime between 1902 and like the early 1920s by the original, the colonial powers to export copper out of Congo towards Europe. OK. Il y a cela donc en mai 2023. En mai 2023, dans le cadre du partenariat du G7 pour les infrastructures et les investissements mondiaux, le corridor de Lobito a été considéré comme le premier corridor économique stratégique. Mhm. Oui, tu peux continuer, je peux traduire plus que ça. OK, stratégique. En septembre, stratégique. Lors du sommet du septembre 2023, du G20 à New Delhi en Inde, l'Union européenne et les États-Unis ont publié une déclaration commune pour financer le projet du corridor de Lobito afin de relier sur une distance de 1300 km les régions du sud de la RDC et du nord-ouest de la Zambie au port angolais appelé Lobito sur l'océan Atlantique. Cette liaison, je peux dire, va permettre d'exporter par le chemin de fer les cobaltes de Lualaba pour les acheminer vers le port indien, les acheminer vers le marché international impérialiste. Parce que à l'époque, pour le moment, avant la mise en place de ces corridors, le minerai africain, particulièrement du Congo, était acheminé à travers le port de l'océan Indien, qui est contrôlé par les investisseurs, soit les actionnaires et les entreprises chinoises. Okay, so in May 2023, during a G7 meeting, the United States declared that this, historical corridor was the most strategic economic corridor, and that it had to be rehabilitated. That is why further down the line, on September of the same year, during the G20 summit, which happened in New Delhi in India, the European Union and the United States signed a declaration to finance this project, which would then
create this, revamp this corridor, which is a distance of 1,300 kilometers, which would connect the DRC to the Zambia and to the port of Angola, which opens up into the Atlantic Ocean. And this is a new route because most of the minerals right now that are coming out of the Congo are coming out through the Indian Ocean. So, and these are routes that are primarily being used by China. So this new exiting out of Angola, Atlantic Ocean towards Europe, is what the imperialists deem the premier economic strategy for them. Oui, comme je l'ai dit, le minerai actuel du Congo est acheminé vers le port indien. Et selon l'Occident, les impérialistes, ils ont compris qu'ils ont perdu le terrain en Afrique, particulièrement au Congo. C'est pour cette raison qu'ils ont élaboré ce projet, ils ont mis beaucoup d'argent pour l'exécution. Donc, l'objectif de ce projet, le premier objectif, c'est contrecarrer le quasi-monopole de la Chine sur les ressources stratégiques de la RDC, qu'il transporte de la RDC vers le port de l'océan Indien. Nous savons tous que la Chine a investi depuis plus longtemps en Afrique dans les domaines des infrastructures et dans l'exploitation des matières premières, ainsi que dans la technologie, ce qui a permis à certains pays africains à s'autosuffire et à décoller leur économie. So the primary objective of this new project is, first of all, to counter China's presence in that country. Right now, China has nearly the monopoly on the DRC strategic resources, which they transport using the Indian Ocean. China has long invested in Africa in infrastructure and technology, which has helped a lot of African countries, and which is, I guess, why they tend to prioritize partnerships and deals with China. And faced with this reality that, China has kind of the monopoly on these strategic minerals in the Congo, the United States and their allies, the European Union, felt the need to create this corridor so that they too can have access to these minerals and take them towards Europe using a different route. Oui, le deuxième objectif, c'est faciliter l'évacuation de matières premières par la voie ferroviaire. Ils disent que les camions, ça prend trop du temps pour arriver à la destination. Donc, parce qu'actuellement, le minerai sont transportés par des camions et ça prend trop de temps pour les impérialistes pour que ça arrive à la destination. Et enfin de cela, pour ce projet, les États-Unis veulent encore renforcer les relations avec l'Angola sur le plan militaire pour bien contrôler la région. So the second objective, Oui. Donc, les États-Unis et l'Union européenne, ayant compris qu'ils ont perdu leur influence sur le minerai critique de la RDC, ont pris l'initiative d'investir une somme vraiment colossale dans ces projets impérialistes qui visent principalement le mine de cobalt et de cuivre de la RDC, qui est estimé à 70% de cobalt mondial et à 65% de réserves de cuivre, dont la majeure partie est acheminée actuellement vers la Chine. So he said that, the United States, as well as European Union, having understood that they had, losing their influence in Africa, losing their access to these critical minerals, they took, the initiative to finance this massive project, which is, several $1 billion worth of a project, which is primarily aimed at exporting cobalt and copper, which the Congo has, some of the highest deposits. Cobalt specifically it holds 70% of the world's cobalt reserves. And
The purpose of building this train tracks is because in the past they were using trucks, right? And it was taking too long to, export these minerals out of the country. So this railway will, of course, facilitate a quick evacuation of these strategic minerals via the port of Lobito in Angola. And he also said that this is also an opportunity for the United States to strengthen their relationship with Angola and to be able to utilize Angola to ensure effective control of that region with all those strategic minerals. Personne n'ignore ici que le cobalt du Congo est trop important pour la fabrication de voitures électriques. Aux États-Unis, avec Elon Musk, il a besoin de ce minerai critique pour la fabrication de ses voitures. Ainsi qu'en Europe, avec son modèle BM, ils ont vraiment besoin de ce minerai. Le cuivre, n'en parlons même pas. Il est trop important pour dans l'utilisation et la création de beaucoup de choses, notamment dans les hôpitaux pour ses propriétés antibactérielles. Ces matières premières critiques sont trop importantes et sont recherchées par les États-Unis et l'Union européenne. Et selon nos analyses et nos recherches, nous avons constaté d'ici 10 ans, la demande de voitures électriques va monter en 600%. Et c'est au Congo qu'on trouve une réserve importante de ce minerai critique. So we all know that cobalt from the DRC is very important for the manufacture of electric cars. Elon Musk needs this critical mineral for manufacturing his cars, as do other big companies such as Mercedes and BMW. Copper is important in the use of creation of many things, notably in hospitals for its antibacterial properties. These critical raw materials are too important and they are too sought after by the US and Europe. And they estimate that in the next 10 years, demands for electric cars is going to rise by 600%. And of course, the Congo is home to all the reserves of all the critical minerals necessary to create all those things. Donc, nous devons vraiment comprendre une chose sur ces projets. Pendant la colonisation jusqu'à présent, les meilleures routes sont toujours construites pour relier le mine jusqu'au port. Donc, de grandes villes comme la Colosie jusqu'au port. L'objectif est clair. Quand on faisait ce plan, l'objectif est clair, c'est piller et faire partir les matières premières. Donc, le corridor de Lobito, c'est la réouverture de la voie ferroviaire coloniale pour les intérêts du capital international et non pour la masse congolaise ou africaine. So we need to understand one thing. During colonization, the best roads were built to link mines to the port, from the big mining towns to the port, with the clear aim of, plundering and transporting raw materials. This Lobito corridor is a reopening of a colonial railway line for the interest of international capital, not to serve the Congolese people or the African continent. Donc, alors, la deuxième partie de notre question, c'est qui sont les principaux acteurs dans cette situation? OK. Ouais, qui sont les principaux acteurs? Comme je l'ai souligné tout haut, les principaux acteurs, c'est les États-Unis et l'Union européenne. Vraiment, ce sont des acteurs clés dans ces projets avec les rapports financiers. Il y a aussi l'Angola qui collabore avec les États-Unis pour renforcer, soit pour progresser le projet des matériaux critiques le long du corridor transafricain appelé Lobito. La RDC et la Zambie sont des acteurs stratégiques dans ce projet puisque les gisements de cobalt et de cuivre se trouvent dans ces deux pays. Au niveau africain, au niveau continental, et nous avons aussi la Banque africaine de développement et l'Afrique Finance Corporation, qui fait partie d'un regroupement
des bailleurs de fonds, dont fait partie les États-Unis et l'Union européenne, et l'Italie aussi, et du groupe portugais qui s'occupe de la gestion du rail et de la logistique. Voilà les acteurs principaux dans ce projet. So I'm just going to repeat this. We're at the part of the question where I asked, like, who are the principal actors in this project? So the United States, of course, and the European Union are key players in their project. They are the biggest financial contributors, primarily the United States. Of course, Angola is also operating with the USA since the port of Lobito is in Angola, which is where the minerals will be exiting towards the west. And he says the DRC, of course, and Zambia also strategic in this project because the Zambia also has very high reserves of copper. So the copper will be primarily coming from both those countries, like the Zambia, as well as DRC, which has the cobalt reserves. And in terms of on the continent, he said the African Development Bank and the Africa Finance Corporation is part of a group of lenders to this project, along with the USA and the European Union. And he also mentioned that Portugal will actually be running the train tracks and dealing with all things logistical on the ground. OK, maintenant la deuxième question alors que nous avons, c'est pourquoi le Congo, je vais d'abord la dire en anglais. So the second question is why is the Congo still so coveted by imperial powers? Donc pourquoi le Congo est-il toujours aussi convoité par les puissances impérialistes? OK. Donc, pourquoi le Congo est-il toujours aussi convoité par les puissances impérialistes? Oui. Nous savons tous, depuis longtemps, et il y a des siècles passés, et lors de la conférence de Berlin, qui a été spécifiquement convoquée pour le partage du Congo, et le territoire congolais a été déclaré un territoire libre pour toutes les puissances impérialistes. Et ce qui a fait, dans les années 1939, pendant la crise d'uranium pour la fabrication de bombes nucléaires, Albert Einstein a envoyé une lettre au président américain Franklin pour lui informer que la plus importante source d'uranium se trouve au Congo. Et nous le savons tous, cet uranium a été utilisé pour la fabrication de la première bombe atomique. Et donc, malgré son indépendance, le Congo reste toujours une victime de l'impérialisme et du néocolonialisme. Donc, les richesses et les ressources du Congo sont trop importantes dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la technologie, et dans le domaine de l'énergie verte, de l'énergie bleue, tout ça, c'est le Congo qui est au centre. Donc, sans l'exploitation illégale par les impérialistes au Congo, ils ne peuvent pas financer leurs activités, leurs entreprises. Donc, le Congo est convoité, c'est à cause de ces richesses stratégiques qui sont recherchées et trop importantes pour les entreprises capitalistes. Okay. So the question again was, why is the Congo, why is the Congo still so coveted by imperial powers? So he said that, since the Berlin Conference of 1885, which was organized first for the division of the Congo has kind of been declared a country, a free territory for all imperialist powers to come and, and loot. He mentioned how in 1939, when there was that uranium crisis for a nuclear bomb, Albert Einstein, that famous, really smart person, he actually wrote a letter to the president at the time, Roosevelt in the United States, informing him that the most important source of uranium was in the Congo. And that is the uranium that was used to make the first atomic bomb.
He also said that, Congolese resources are far too important in all domains of life, whether it's in technology, energy, so-called green technology. The Congo is at the heart of it all. And without the resources, the massive resources of the Congo, the capitalist enterprises and companies could not really exist without them. OK, donc nous pouvons aller à la prochaine question maintenant qui est... c'est quoi? On voulait parler, oui, le rôle en fait. Quel est le rôle des pays africains, particulièrement les pays voisins qui voisinent le Congo, dans ce projet de Lobito? So the next question is, what is the role of African countries that neighbor the DRC in this project? Oui, nous le savons tous, la stratégie de gouvernement impérialiste, c'est diviser l'Afrique, parce que quand on regarde la grande ethnie africaine, il n'y a pas de Congolais, de Camerounais, tous nous sommes africains. Et voilà la stratégie des impérialistes. Donc la RDC et le pays voisin qui compose la région du Grand Lac partagent une longue histoire de terribles violences, d'exploitation et de souffrances qui remonte depuis le XVIe siècle. Mais aujourd'hui, le pays voisin, donc pendant la colonisation, quand on nous a divisés, le pays voisin du Congo sont au service de l'impérialisme pour déstabiliser les Congos, afin de les faciliter à bien piller le minerai critique. Donc, je prends l'exemple de la partie est de la RDC et l'agression impérialiste soutenue par le gouvernement rwandais donc, a occasionné plus de 6 millions de morts. Donc, c'est quelque chose où tout le monde en parle. 6 millions de morts et plus de 1,5 million de femmes violées et 7,3 millions de déplacés à l'intérieur de la RDC. C'était juste un exemple pour illustrer la collaboration de pays voisins et dans la déstabilisation de la RDC. Ok, je vais traduire cette première partie avant de te laisser. So again, the question is, what is the role of neighboring countries, like neighboring the DRC in this project? So, he says that, as usual, the imperialists, are always using their good old strategy of dividing to conquer. The DRC and its neighboring countries in the Great Lakes regions, unfortunately share a terribly long history of violence and exploitation and suffering, which dates back to the 16th century. Today, the neighboring countries are at the service of imperialism to destabilize the Congo in order to plunder its critical minerals. He first started by naming, like, in the eastern part of the DRC, where there's an imperialist aggression that is supported by the Rwandan puppet government, which has resulted in millions of people dying, millions of women being raped, and several millions of people being displaced. Oui, donc vous allez constater la guerre armée, donc l'agression armée et les agressions impérialistes, c'est beaucoup plus concentré à l'est du pays. On se pose la question à l'ouest et au sud, qu'est-ce qui se passe? Les impérialistes ne font rien. Non, les impérialistes font quelque chose. Et dans sa partie sud du pays, de la RDC, et nous trouvons l'Angola qui est un partenaire naissant des États-Unis en matière de sécurité. Ils se sont convenus de créer un comité conjoint de coopération en matière de défense lors de la réunion de juin 2024. Et je vous rappelle, l'Angola a reçu 18 millions de dollars d'aide militaire américaine entre 2020 et 2023. Il est également membre du partenariat pour la coopération atlantique
dirigé par les Américains. Cette coopération est destinée à renforcer la sécurité maritime et à stimuler l'économie bleue. Et il y a quelques temps, l'Angola a été désigné le médiateur du processus de paix de Luanda sur l'agression impérialiste qui se vit à l'est du pays par le gouvernement rwandais et ses alliés. Okay, so he said that, most of us, of course, are aware that, the war, most of the, displacement and all the imperialist aggression is happening on the eastern part of the Congo. And we might be thinking, oh, the west or the southern part, it's fine. There's nothing going on there. And he said, well, that's not the case. In the southern part of the DRC, the Angolan government is paying a very unfortunate role there as their partnership with the United States continues to emerge and to get stronger. They have set up a joint defense cooperation meeting, and Angola received about $18 million from the United States between the year 2020 and 2023. And Angola is also a member of a US-led partnership for Atlantic Cooperation, which is allegedly designed to strengthen maritime security and stimulate the blue economy. And for a moment, Angola also pretended to be a mediator in a peace process between the imperialist-backed Rwanda and the Congolese government when they were discussing, of course, the imperialist aggression that is happening on the eastern side of the Congo. Donc, ce qui explique l'obstination du président angolais à poursuivre sa médiation sur les conflits entre le Rwanda et la RDC, n'est pas vraiment inspiré par la solidarité africaine ou par une quelconque politique de bon voisinage. Donc, l'Angola est poussé par les États-Unis et l'Union européenne à convaincre le gouvernement, l'actuel gouvernement congolais, à négocier avec le Rwanda. Je un peu ça, à négocier avec les Rwandais parce qu'ils voient que quand ils vont négocier dans ce processus, ils vont bénéficier du projet de corridor de Lobito. Et donc, ils utilisaient la stratégie. La stratégie, donc, l'Angola joue un grand rôle sur le pillage du Congo et aussi sur le point, nous appelons l'agression économique parce qu'on vole le minerai à partir du là-bas et l'Angola joue juste le rôle de recevoir ce minerai et faire passer dans son territoire. Et voilà, et le rôle vraiment de l'Angola actuellement est l'un des pays voisins stratégiques de la région. Juste une clarification, quand tu dis que l'Angola était là pour comme les encourager à négocier, le Congo à négocier avec le Rwanda, négocier pour faire quoi? On assume que ce n'est pas pour arrêter la guerre, mais négocier pour que le Congo accepte de participer dans ce projet de Lobito. Donc, il y a de l'autre côté l'Angola, le corridor de Lobito, donc le port de Lobito se retrouve en Angola. Et le président angolais, il est le médiateur de la guerre à l'est du pays. Et c'est le même président, le même gouvernement angolais a des accords avec le gouvernement américain et européen qui finance la guerre à l'est du pays. Et on dit souvent l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Automatiquement, l'Angola est considéré comme l'ennemi direct, donc indirect de la RDC, parce qu'il joue juste le rôle du néocolonialisme pour cacher la vérité et exploiter le minerai critique de la RDC. Okay, so just a little bit more on, he was talking about how the Angola's president is very persistent in pursuing this mediation between Rwanda and Congo, which is, kind of ridiculous because, you're apparently want to mediate between a peace process to the east,
but on your end, you're going to be utilized to, rapidly export out the loot from the Congo. And he said that, this mediation that the Angolan president is, so persistent on continuing to handle is not inspired by anything, related to African solidarity or any policy of being a good neighbor. Angola enjoys a lot of support from the United States and the European Union, and they want to continue to enjoy that support. As we see, they'll be a key player in this Lobito corridor, and he said, Angola is unfortunately an indirect enemy of the DRC because, they will be utilized to export the loot out, even though, we're seeing in the news that he is part of peace talks. So we shouldn't fall for that. It's nonsense. OK. Est-ce que j'ai juste une petite question parce qu'on a beaucoup parlé du Rwanda et de l'Angola. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Je sais que un pays comme la Zambie n'est pas vraiment un pays qu'on entend trop dessus. Est-ce que tu peux un peu nous parler peut-être de la Zambie? Nous savons que c'est aussi un pays qui est très riche en cuivre et même leur cuivre aussi va être exporté à travers le corridor Lobito. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle, de la position de la Zambie en fait face à cela? So I was just asking if you could just speak to us a little bit about Zambia's role. As we know, Zambia is the third country involved in this, and they also have really big copper reserves. So just trying to understand, like, what is their position vis-a-vis this project? Oui. Oui. Donc, la Zambie et la RDC subissent l'agression économique. Donc, ce sont les deux pays où le corridor est érigé uniquement pour exporter leurs matières premières. Donc, et la Zambie aussi subit, et je dirais, la Zambie aussi subit. Et un partenaire stratégique de l'Occident actuellement, c'est le Rwanda. Celui qui joue vraiment le rôle, c'est donc pas le Rwanda, c'est l'Angola dans ce projet. Et c'est l'Angola. Donc, la Zambie et la RDC subissent l'agression économique. Ils voient juste leur richesse sortir sans toutefois répondre aux besoins du souverain primaire, ou soit de la masse populaire. OK. Et bon, et j'aimerais aussi juste ajouter à ces questions, si on peut un peu parler, bon, c'est vrai, les deux vont subir cette exploitation, mais le gouvernement de ces deux pays, est-ce qu'ils sont pour, c'est quelque chose que, je sais qu'on a vu la photo de tous les quatre présidents lors de la signature, ils étaient tous présents. C'est quelque chose que ces gouvernements, on connaît déjà le gouvernement angolais 100% dans ça. Et maintenant, le gouvernement de Tshisekedi et le gouvernement de la Zambie face à ce projet, alors, c'est quoi leur position, eux? Ils sont juste comme des bons néocolons qui permettent qu'on continue à piller leur pays. Oui, ils sont au service du capital international. Et donc, tant qu'on n'a pas un souverainiste au sommet de l'État et dans nos pays africains comme nous avons au Mali, Burkina et Niger, on ne peut rien espérer. Et donc, ils sont là, vu que ces projets, ils ont des intérêts individuels et humains en tant que chef de l'État, ils vont en profiter. Donc, ils sont là, ils sont d'accord. Et d'ailleurs, au Congo, ici, on ne fait même pas, disons, la contre-propagande de ces projets par le gouvernement. Le gouvernement donne toujours, et à travers ces projets, nous aurons ça, à travers ces projets, ça va ouvrir. Et donc, la RDC, à travers ce projet, ça va occasionner l'émergence, mais ils ne disent pas les inconvénients après avoir signé ce contrat, accepté ce nouveau contrat. Donc, ce sont tous au service du capital international. Ils ne peuvent pas refuser parce qu'ils vivent, ils exercent le pouvoir sans problème. C'est parce qu'ils soutiennent les intérêts du capital international. Mm-hmm. So I was just asking Maurice a little bit more on like the position, like we've heard a lot about the Angolan government, just more so Zambia and the DRC's government. And he said like, unlike Angola, like the Zambia and the Congo are really going to be the countries that are, looted. The exportation will come out of there because they are the ones that have, Zambia has the copper, Congo has the copper and the cobalt, and Angola is just really the railway out, kind of the way out of with the loot. So he says that, yes, these two countries, of course, are going to be the primary, victims of this project.
But unfortunately, both of these countries are led by neo-colonial presidents who are enabling this project. As heads of states, they will, of course, financially benefit from this project. And he also said that, like, you know, particularly in Congo right now, there's a lot of like pushing this propaganda to the masses. Letting them know about these so-called benefits of this project, kind of like what we mentioned earlier, you know, like the integration, the jobs, like the development that will allegedly come after the exploitation. Yeah, and he said, you know, both the governments of Zambia and the DRC are at the service of international capital, so the imperialists. Okay, so the last questions we prepared for Maurice was, what can the Congolese masses do about this latest imperial project to loot the Congo? And how can the African diaspora support? Donc, la dernière question est, que doit faire le peuple congolais face à ce nouveau projet impérial pour le pillage du Congo? Et comment est-ce que la diaspora africaine peut-elle soutenir le peuple congolais? Oui. Donc, le peuple congolais, donc la masse congolaise, ce qu'elle doit faire, c'est lutter. Elle doit lutter contre l'impérialisme et l'oligarchie nationale. Parce que la lutte doit commencer d'abord au niveau national, en finir avec le gouvernement qui est au service de l'impérialisme. Et quand on va finir avec, et il y aura un changement. Et enfin, quand on va en finir, on doit instaurer le panafricanisme qui est la base idéologique du bon fonctionnement des institutions en Afrique et avoir de dirigeants souverainistes qui ne seront pas au service du capital international. Donc, tant qu'on n'a pas de dirigeants souverainistes, tant qu'on n'élite pas, c'est compliqué pour nous de s'en sortir. Mais pour lutter, et comme disait le grand révolutionnaire Lénine, sans la théorie révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire. C'est pour cette raison le comité de Kinshasa a opté toutes ces démarches, tout ce qu'il fait dans l'éducation politique de la masse. Donc, les Congolais doivent être éduqués politiquement avec une base idéologique claire pour en finir avec l'impérialisme et l'oligarchie nationale. Voilà ce que les Congolais doivent faire pour l'instant pour sa libération. Okay, so what can the Congolese people, so first part of the question is, what can the Congolese people do, you know, in the face of this new project? So he said that the Congolese people must fight against imperialism and their national oligarchy in order to establish Pan-Africanism as the ideological basis for the functioning of the country and its institutions. The Congo needs to have sovereignist leaders who will not be at the service of international capital. And he says, for this reason, political education is a necessity for the Congolese masses. He quotes Lenin. I think Lenin said, without a revolution, you can't have like a revolution without a revolutionary theory, something along those lines. So just again, just a focus on the necessity for political education of the Congolese masses to really raise their political consciousness so they can really clearly understand their political situation and be able to connect, the exploitation of their minerals and their material conditions and how it all connects, to the rest of the world. Et la deuxième partie, et je pense que je voulais formuler la différence, pas seulement la diaspora africaine, mais aussi les Africains à l'extérieur du Congo. Donc, il y a peut-être des Africains en Afrique, mais aussi les Africains dans la diaspora. Comment est-ce qu'eux, ils peuvent supporter votre lutte? Oh, did we lose him? Let's see. Maurice, tu es toujours... Je m'excuse. Je okay. m'excuse, j'ai oublié d'activer le micro. Donc, je disais ceci.
OK. Oui, 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 je vous ai bien compris. Je disais ceci, les Africains en dehors du Congo ont une grande responsabilité pour la libération du Congo. On doit nous souvenir de la conférence panafricaine d'Accra en 58. Et cette conférence a aidé Lumumba dans beaucoup de choses. Et donc, la grande responsabilité de la diaspora, soit des Africains de différents pays, c'est de soutenir l'éveil des consciences au Congo en apportant de l'aide matérielle et idéologique aux panafricanistes qui luttent sur terrain au Congo, en particulier et en Afrique en général. Et ainsi de continuer de parler du Congo et d'organiser des meetings populaires dans les grandes villes de l'Occident ou soit de l'Afrique. Donc, on doit faire pression et on doit faire pression à tout gouvernement qui collabore avec le gouvernement, par exemple, actuel du Congo, qui est au service de l'impérialisme et faire pression pour que le gouvernement congolais change d'avis dans certaines décisions qu'il prend avec la collaboration qu'il a avec le capital international. Donc, la première des choses, c'est le soutien vraiment matériel et le veille de la conscience en apportant une aide vraiment idéologique. Et parce que la technologie, là je parle pour la diaspora qui sont en dehors du Congo, et la technologie en Afrique, et particulièrement au Congo, c'est encore vraiment, c'est pas accessible à tout le monde. Et pour être en communication permanente avec les gens, et ça complique le leader, soit pas le leader, les organisateurs qui sont sur terrain. Et aussi nous faciliter à partager nos écrits. Et comme nous avons le journal Kemafume, chaque mois nous écrivons. Vous pourriez nous aider à partager nos écrits, à partager nos activités sur terrain, nos actions sur terrain, et ça va aider à aller de l'avant avec la lutte. Attends, tu as parlé tout à l'heure d'un truc de technologie. Tu peux un peu, je n'ai pas trop compris. Tu as dit que sur le terrain, bien sûr, nous comprenons qu'il n'y a pas cet accès facile à la technologie. Donc, face à ça, alors, c'est quoi l'aide qui serait nécessaire pour vous aider? Oui, l'aide qui sera nécessaire, la première des choses, c'est beaucoup plus partager nos écrits. Et Oh, parce que OK. nous écrivons, ouais, mais partager nos écrits, et ça va nous aider à être connectés avec d'autres organisations dans le monde. Vu que Hmm, nous, on n'a pas accès aux hmm. médias, il y a des médias qui n'accepteront jamais de partager ce que nous faisons. Okay. Okay, merci. So, again, the first question was first, what can the Congolese people do? And then the second part was like, how can Africans outside of the Congo, as well as in the diaspora, what can they do to support the Congolese people, in with this latest challenge. So he said that, Africans outside of the Congo have a really big role to play in the liberation of the Congo. He mentions the 1958 Accra Conference, which was hosted by our beloved Kwame Nkrumah and attended by Patrice Lumumba in 1958. And he says how that conference really helped Lumumba. It was after that conference that he went back to the Congo and began the struggle to liberate his country. He said that it's really important for us to support the organizations, the real revolution organizations on the ground who are struggling for the liberation of the Congo. He really mentioned a lot the necessity for ideological support, to help raise the consciousness of the people. It is so, so necessary. He says also the importance of helping, sharing the work that they do on the ground. He said that, we don't really have access to a lot of technology the way that we who live in the West do. We don't have like the same kind of like expertise with different medias and all of that. And it would be really helpful if people on the outside could, talk about the work that we do. He says that in their organization, they have a journal, Kamafumbe, in which they write every single month, sharing this kind of the stuff that they write, sharing the work that they do, since we have all the technology here and we have all that know-how of using technology, you know,
help put the information out there to help them as an organization be able to connect themselves to other anti-imperialist organizations, not just in Africa, but also internationally. And he also talked about the need for us to like pressure, to add pressure against all the enemies of the Congo, including the Congolese government, and of course all the criminal governments in the West, in the diaspora, that are against the Congo. And he says, continue to talk about the Congo and to organize popular meetings such as this one, and also real outside meetings, rallies in all of the major cities of the West. And he said, to continue to provide material and ideological aid to the Pan-Africanists who are fighting on the ground in Congo, but also in Africa in general. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Ouais, bon, tout ce que je dirais, c'est faire appel à la masse africaine en général, la diaspora et les Africains qui sont dans le continent, de vraiment penser à la situation du Congo. Parce que le Congo est trop important pour nous et le développement de l'Afrique, on dépend vraiment et pour le Congo. Quand le Congo sera libre, et toute l'Afrique sera vraiment libre. Et on doit vraiment lutter et se soutenir idéologiquement, comme je l'ai dit, et penser aussi au Congo et aux Congolais qui luttent sur terrain. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Okay, and he also, just kind of an appeal to Africans outside of the Congo to recognize that, how critically important the Congo is to our collective liberation. If we are able to free the Congo, we will rapidly be able to free the rest of Africa, and, to continue to amplify the work of real revolutionaries on the ground, to continue to connect with them and to support their efforts and to speak about the struggle and to continue to, support materially, ideologically as well, all those who are genuinely fighting for the liberation of the Congo. OK, merci beaucoup, camarade Maurice. Donc ça, c'est la fin maintenant de questions que nous, on avait préparées pour toi. Et maintenant, nous allons voir dans le chat, j'ai vu quelques questions. On est déjà à presque 1h15, donc je pense qu'on va peut-être commencer à prendre 3 questions et voir si on a encore du temps après. Donc, laisse-moi voir. Okay, so that is the end of the questions we had prepared for Comrade Maurice. So now we're going to take a few questions from the chat for the Maurice. So I don't know if someone could, maybe has someone been tracking questions and they can just drop it back at the bottom so I don't have to scroll all the way up. I saw a few questions throughout, but Okay, so I see one question here. Oh, this is everyone's favorite question. Okay, donc, actually, Anta. Yes. Okay, so we'll maybe start by taking 3 questions. So Obi, if you want to just drop 3 questions there, we have the first one. And then if we have time, we'll take some more. So, let me see. OK, la première question, c'est quel est le rôle de la Chine, si la Chine a un rôle dans cela? Quel est le rôle de la Chine dans la perpétuation de la violence en RDC? So what is the role, if any, has China had in the perpetrating of ongoing violence in the DRC? Oui, camarade, donc le rôle de la Chine dans ce qui se passe en RDC. Voilà, c'est ça, non? Oui, la question effectivement que est-ce Allô? que il y a la Chine, oui, est-ce que tu nous entends?
Oui, 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 oui. OK, oui. Donc, la question est, quel est le rôle, si la Chine a effectivement un rôle dans cela, dans la perpétuation de la violence en RDC? Voilà, donc c'est une question vraiment complexe sur la Chine. Et il y a vraiment trop longtemps que la Chine collabore à un partenariat direct avec la RDC. Mais on doit comprendre une chose. Entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Et la Chine en soi, ça dépend du gouvernement, euh, des gouvernements dans lesquels il collabore avec. Si vous êtes un gouvernement qui n'est pas au service de la masse, ah, ça te regarde. Et si tu travailles pour la masse, c'est bien beau. Donc, actuellement, au Congo, la Chine, euh, il n'est pas dans cette violence. Il n'est pas dans cette violence. Mais en réalité, la Chine garantit juste ses intérêts. Il vient, il investit, il vous demande, j'ai besoin d'exploiter le minerai à Kolwezi et j'ai besoin de 10 hectares, par exemple, pour l'exploitation. Et vous lui dites, c'est par exemple à 10 millions de dollars. Et la Chine négocie et il vous donne cet argent. Le reste, la Chine ne regarde pas. Il ne va pas s'ingérer dans la politique interne. Il ne va pas s'ingérer sur la manière dont vous allez utiliser cet argent. Vous voyez un peu. Donc, au Congo, c'est comme ça la collaboration avec la Chine. Mais si vous allez ailleurs, dans d'autres pays où il y a des souverainistes au sommet de l'État, quand la Chine collabore avec ces pays, nous voyons que la Chine, c'est un acteur vraiment important pour le développement de l'Afrique. Parce qu'au sommet de l'État, il y a un souverainiste qui est au sommet de l'État. La Chine, vraiment, il n'est pas impliqué dans toutes les violences qui se passent au Congo. Et c'est que moi, je peux dire, sauf que la Chine ne condamne jamais le gouvernement. Il respecte juste les accords. Lui, il est pour les affaires. Il vous paye et après, il part. Il vous donne tout ce que vous allez lui demander. Mais c'est différent avec l'Occident qui vient négocier. Il négocie, il vous donne de l'argent et il se gère dans la politique interne. Et si vous refusez de négocier, il mène des attaques. Donc, il mène des attaques pour piller le minerai de la manière dont il fait. Voilà. Okay, merci. Okay, so the question was, what was the question? Sorry, it was, what is the role of China, if any, in the violence in the DRC? So he said China has been collaborating with the DRC for a very long time. He said we need to recognize that between states there are no friendships, just common interests. China has a policy of not involving themselves in the internal affairs of a country. So whether you are a neo-colonial government or not, China is still going to do business with you. China is not involved in any of the violence happening in Congo. It's there for business. They sign agreements, they give you what you asked of them, and they leave. And he said that, if you compare the way China maybe deals with some other countries where the leadership has been transformed into a revolutionary leadership, you can see that a partnership with China can lead to rapid advancements for that country, right? Because at the head of the state is a sovereignist, someone who's working for the masses, and partnering with China can greatly advance, the society and lead to lots of developments. But of course, in the DRC, where it's a neo-colonial government, if they are needing something for China, China will provide it. China will not ask questions. What are you doing with this something? He says that, the difference is that between China and the imperialists, he says, the imperialists, if they come to do business with us, if they are not in agreement with us, they're not just going to leave the way China's going to be like, okay, yeah, it didn't work out and leave. Instead, they are going to go on the side and start sponsoring, militias and violence to take what you didn't agree with them by force. And so that's what he said. Okay. Okay, merci pour la réponse. Maurice, c'était une très bonne réponse. So, I'm sorry, if folks could just keep resending the questions. So, what are the opinions of the masses? Oh,
Okay, keep skipping. What are the opinions of the masses on this project? Are they buying into this angle of bringing about jobs, or do they see this project as an attempt to increase the extraction of resources? OK, la deuxième question est maintenant face au peuple congolais. Quelle est l'opinion des masses congolaises face à ce projet? Est-ce qu'ils croient à l'idée de ce projet va créer des emplois? Est-ce qu'ils considèrent ce projet comme une bonne chose, ou c'est vraiment, ils voient ça comme une autre tentative, bien sûr, d'augmenter l'extraction des ressources du Congo au profit des autres? Donc, l'opinion de la masse populaire congolaise sur ce projet. Mhm. Donc, voilà. Donc, le gouvernement impérialiste a un principe tellement clair. Ils ont un principe pour bien dominer un peuple, soit la masse, il faut premièrement l'appauvrir et l'abrutir. Donc, lorsque la masse n'est pas informée, il accepte tout ce qu'on lui dit. Et aussi, les dirigeants impérialistes, ils disent toujours ce que le peuple veut attendre. Le peuple a besoin de l'emploi et il vient, voilà ce projet, il y aura l'emploi et tout le monde va acclamer. Le peuple a besoin du développement, ils viennent vous dire à travers ces projets, il y aura un développement. Et pourtant, c'est du blabla. Donc, l'opinion sur le peuple africain, les peuples congolais, ils ne sont pas informés de la vraie réalité des choses. Ils ne sont pas informés. Il y a un problème de compréhension et d'éducation politique. Donc, quand quelqu'un il a un niveau vraiment très bas de la lutte idéologique, il va dire directement non, c'est un bon projet. Vous pourriez discuter avec lui du matin au soir, il est converti par le capitaliste, on l'a déjà fait un lavage de cerveau en lui disant c'est un bon projet, il accepte, vu que le niveau idéologique est tellement bas. Donc, et la masse en général, ils disent ah c'est un bon projet, d'ailleurs ça va nous ouvrir de portes et tout ça, il y aura le développement. Là, ils oublient que le même projet existait depuis longtemps, pendant la colonisation, et ça n'a pas occasionné le développement. Et depuis longtemps, le projet existait, depuis 1900 et 1920, depuis qu'on a créé ce corridor de Lobito. Donc, ce projet existait, mais ça n'a pas occasionné le développement. Et aujourd'hui, on revient encore pour dire à la masse, voilà, ce projet va occasionner le développement, vous aurez l'emploi. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas l'emploi, il n'y avait pas le développement. Et on exportait toujours le minerai. Et c'est la même chose qu'on veut encore faire. Donc, la masse africaine, la masse congolaise est vraiment aliénée. Et ils sont vraiment, en grande majorité, embrouillés par la propagande impérialiste. Okay, so again, the question was, what are the opinions of the masses on this project? Are they buying into this angle of bringing in jobs, or do they see this project as yet another attempt to try to extract the resources of the Congo? So unfortunately, Marie said, the level of political consciousness is extremely low in the Congo, right? The people are not aware of kind of the real causes of their suffering as people living in a Congo. He says, like, remember, this is a rehabilitation of an old route, like a colonial train track, right? Which back then, again, was the same rhetoric of like, this will develop the region, this will bring you work, this will somehow benefit the local African populations. And of course, that never happened. Today, that same rhetoric is once again being used, telling the masses that this will create jobs for them, this will bring development, prosperity for the people of that region. And he says, once again, although we have never seen that ever happen in our history, where the imperialists have created a project that has brought about such things, the people continue to believe that, okay, maybe this time it is true. Maybe this time we will get jobs out of it. Maybe this time there will be some type of development. He says that unfortunately
the Congolese, the great majority of Congolese masses, are buying into that propaganda. And it's again due to the fact that there's not a lot of political consciousness. People are rather, alienated, and they can easily then be kind of confused and bamboozled by all the propaganda of their neo-colonial state. Okay, there was a question here that I saw. Okay, how does the Lobito project and its developing transport, the trains, affect you and others day to day in your town? Donc, la question, c'est en fait, et ça, c'est une bonne question, je trouve, puisque toi, tu es à Kolwezi, le camarade demande comment est-ce que le projet de Lobito, ou même son développement en matière de transport, puisque ce sont des trains, est-ce que ça affecte les personnes dans votre vie de quotidien dans la ville? Est-ce que vous voyez comme sa présence? C'est quoi l'impact de ce chemin de fer dans la vie quotidienne de tous les jours? Oui, comme je l'ai dit, le chemin de fer existe depuis longtemps. Et les gens vivent là-bas. Et les gens circulent autour du chemin de fer. Et impact indirect, ce n'est pas le chemin de fer, mais c'est le mille d'exploitation. Donc, qui a un impact vraiment négatif sur la vie. Mais le chemin de fer, nous savons, il y aura des trains un peu modernes et qui ne vont pas causer des forfaits à la population. Mais là où ils exploitent le minerai en question, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Le problème se retrouve au niveau des mines d'exploitation, parce que le mine d'exploitation se retrouve au centre-ville de Kolwezi. Et il y a le mine souterrain. Donc, en dessous de la ville, il y a la mine où elle exploite. Donc, après un moment, on peut s'attendre, il y a éboulement de terre à Kolwezi, dans la ville de Kolwezi. Et voilà un peu la situation que nous avons. Donc, le plus grand problème aujourd'hui, c'est le mine, là où ils exploitent le minerai, le cobalt, qui se trouve en quelques mètres des habitations, et en dessous de cela, il y a le mine souterrain, parce qu'ils exploitent vraiment le mine souterrain, pas le mine à ciel ouvert. Mm-hmm. Et tu peux un peu nous parler, parce que c'est quelque chose que j'ai lu, des déplacements des gens, puisque ces mines sont effectivement sous les maisons des gens. Les gens qui, des fois, sont comme poussés hors de leur maison, en fait, parce qu'en dessous de leur maison, il faut exploiter. Oui, c'est ça. Donc, les gens, ils sont contraints à quitter leur maison à cause de ces minères, de ces mines. Et selon les informations qu'on a eues, les sociétés qui exploitent déboursent de l'argent, parce que ce sont des sociétés chinoises. Ils déboursent de l'argent, ils donnent au gouvernement pour que le gouvernement, disons, aménage une autre, donc, délocalise la ville pour laisser l'espace, parce que toute la ville, il n'y a que de minerais, il n'y a que de mines. Donc, le problème, il y a de l'argent décaissé par les entreprises qui exploitent, et de l'autre côté, le gouvernement ne fait rien pour délocaliser le centre-ville, ou soit délocaliser la population pour aller ailleurs. Et la population, ils sont contraints de vivre là-bas parce qu'il va aller où? Comment il peut aller construire ailleurs? Ça demande des moyens. Okay, so again, the question was, how does the Lobito project and its developing transport affect you and others in day to day in your town? So he said that the train is not actually the issue. It's not about the train tracks, but it's actually the mines themselves. He says some of them are located directly in the city center, some of these mines, which of course affects day-to-day activity. He says that some of the mines, of course, because they are literally quite so close to people's households, it becomes very hard to inhabit like the region. He talks about also, sometimes there's quakes, some little earthquakes because they are literally working in a mine and there's houses right next to it. He also talks about some people, facing evictions because certain companies will actually pay the Congolese government to completely move an entire region, like to relocate an entire neighborhood because
that neighborhood is just sitting on top of on top of resources, and they want to turn it into a mine. So people are being, forced out of where they're living because they want to explore below their houses. And of course, some people just don't have the capacity to relocate. They're not able to move and start their life somewhere else. So that's what happens where people are living like literally next door to a mine and having to deal with all of the consequences of inhabiting so close to an open mine. Okay, any other questions? Since there's lots of comments, can we keep, just bringing the questions down so I can see them? Okay, thank you for this question. So, la question est maintenant face aux activités de votre organisation. Y a-t-il d'autres projets du comité de Kinshasa que nous pouvons soutenir? So the question is are there any other project that the Comité de Kinshasa, that's the organization that Maurice organizes with in Congo, that we can support? Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets que nous pouvons soutenir au sein du Comité de Kinshasa? Oui. Nous avons un projet phare actuellement à Goma. Nous avons un projet pour les déplacés de guerre. Donc, c'est un projet agricole que nous voulons autonomiser le déplacé de guerre. Et ce projet, nous comptons le mettre en exécution au plus tard le mois de mars, parce que vous savez tous les conditions de vie et sociales de nos frères déplacés est tellement compliqué, et on a pensé mettre en place ce projet. Et nous avons aussi un projet à long terme que nous travaillons sur ça, et c'est le projet pour la mise en place d'un centre de formation et de documentation populaire et pour l'éducation politique. Et nous avons déjà un terrain que le comité a acheté avec son argent. Nous avons déjà un terrain et on a choisi d'implanter ce centre à Lualaba. Parce que Lualaba, c'est là où les impérialistes ont plus d'intérêt. Et comme les impérialistes ont plus d'intérêt à Lualaba, on doit former les gens au niveau local pour s'attaquer et pour connaître aussi pourquoi ils se retrouvent dans cet état. Et quand ils seront conscients, ils vont directement lutter contre les intérêts des capitalistes au niveau local. Vous allez constater partout au Congo, Lualaba, c'est le capital mondial des cobalt. Et il me serait vraiment, en tant que panafricain et un révolutionnaire, d'aller construire un centre révolutionnaire à Kinshasa, par exemple. Parce que Kinshasa en soi, les impérialistes, ils n'ont pas assez d'intérêt, vraiment. Ce n'est pas là-bas qu'ils puisent leurs richesses. C'est ici où là-bas, Grand Katanga en général, et quitter là-bas, c'est l'est du pays. Donc, si nous sommes vraiment sérieux en tant que des panafricains, on doit beaucoup plus nous concentrer là où les impérialistes ont plus d'intérêt, au lieu de nous concentrer là où ils veulent toujours nous amener. Ils savent qu'à Kinshasa, il n'y a rien et ils nous amènent toujours dans des distractions et de manifestations à Kinshasa à tout moment, aller attaquer les ambassades des États-Unis et autres. Bon, c'est bien beau dans le cadre de la lutte, mais est-ce que dans l'ambassade, là où se trouve l'ambassade des États-Unis, c'est là où ils puisent les richesses? C'est là où se trouve le projet du corridor de l'Odito? C'est là où se trouve le cobalt? Donc, si nous voulons bien anéantir l'empire impérialiste, l'empire capitaliste, on doit attaquer là où ils puisent les richesses. Ils seront affaiblis. Voilà les deux projets que nous avons. L'autre, c'est en court terme pour l'agriculture à Goma. L'autre, c'est à long terme pour la construction du centre de formation et de documentation populaire à Kolwezi. Okay, so the question was, what are the projects that are currently happening in his organization, the Comité de Kinshasa,
and how can we support it? So he named two things. There's two projects that they're currently working on. One is more short-term, one is more long-term. The short-term one is an agricultural project to empower war-displaced people in Goma. It's about setting up a farm in Goma. Goma is the eastern region of the Congo where that's closer to the war, and that's where there's a lot of the refugee camps and a lot of displaced people. So it's about setting up this farm, which will, empower the war-displaced people to, encourage them to practice some self-determination. So this is a shorter project. They want to set it up, by March, have the farm ready to go and kind of set up. So that's a short-term project with their comrades, because the Comité de Kinshasa has like chapters. So there's one in Kolwezi, but there's also one in Goma. So that would be handled by the Goma faction of the organization, setting up this farm along with displaced families in Goma. So that's a short-term project. And then they have a longer-term project, which is setting up a political education center. And they've already purchased the land on which they want to set up the center, which will be in Kolwezi. He said that, we choose to do everything in Kolwezi, because Kolwezi is where the imperialists have most of their interests. So we need to focus our political education on the masses of people that are in this critical area. They have to be politically educated because they have to bring about radical change there and confront the imperialists there. He says, it makes no sense at all, to go and set up a revolutionary center or a library in a city like Kinshasa, where there are really no resources to be found. We have to concentrate our efforts in the critical regions of the Congo, and therefore, focus on the Lualaba, which is a province where Kolwezi is, where there's all of the resources. So yeah, he said those are the two main projects. So the farm, and then this is a more long-term, which is setting up a revolutionary, Pan-Africanist educational center. And they've already bought the land, which is amazing. So now everything else just needs to be built, which is why we need to continue to support this amazing organization. Okay, if any other questions, let's see. Questions keep jumping. Okay, I guess you want clarification. How was the Congolese government able to relocate entire villages in Eastern Congo to exploit their lands when the government is in existence? And those areas are mainly controlled by the terrorist group. I'm not sure I understand this question. Are you talking about what we were referring to in Kolwezi? The question were regarding like how this project will affect day-to-day lives. And we said that, some people are having to relocate because their houses is literally on top of mines. So I don't know what you mean by the government is inexistent. Or is this because... Someone clarify this question. Who asked this question? Yeah, I asked the question. So what I heard is that I got late into this meeting, and I heard you say that the government is able to relocate entire villages due to the fact that there are resources underneath those villages. And if you're referring to Eastern Congo, what I was saying is that the government in itself is non-existent in the North Kivu and the Ituri regions. So therefore, villages being moved from their lands is not the doing of the government, but mainly the doing of the okay, I understand. rebel, Yeah, quote unquote, groups. Yes. we're not discussing that region. We were talking about Kolwezi, where the Libido project is going to be operating the train tracks. And someone had asked how those train tracks would affect day-to-day lives of people. And he had answered that it's actually not the train tracks that will have the greatest effect on day-to-day life, but it's the actual mining that will happen in the city. And he said that there are companies that are trying to pay the Congolese government to displace entire, sections of the city of Kolwezi so that they can continue to expand their mines. So we're not talking about like out east. We're talking about in the city of Kolwezi, displacing people there in order to make the mines bigger, right? Well, thank you for clarifying. Yes, of course.
Okay, what is your opinion? Oh, okay, sorry, the question keeps disappearing. Okay, what is your opinion on the recent criminal lawsuit the DRC government submitted against against Apple okay, I see. So the question la question c'est que pensez-vous, est-ce que tu es au courant de la récente plainte qui a été déposée par le gouvernement du Congo contre la compagnie Apple? Pour avoir amplifié le conflit qui se passe dans ce pays. Es-tu au courant de cette plainte? Maurice, si tu es en train de parler, tu es muté, on ne t'entend pas. Oh, did we lose him? Maurice, tu es toujours avec nous? I don't think so. Okay, let's give it a minute. I think. Oh, Maurice, tu nous entends? I see him. Maurice, si tu es en train de parler, tu es muté. Ouais, allô? Yes, oui, on t'entend. Ouais, donc il y a eu un problème de connexion chez moi. Ah, ok, oui. Est-ce que je peux peut-être répéter la question? Je ne sais pas si tu l'as compris. C'était, que penses-tu? Est-ce que tu es même au courant de la récente plainte qui a été déposée par le gouvernement du Congo contre la compagnie Apple, qui pour avoir amplifié le conflit qui se passe dans ce pays? Ouais, donc j'ai appris ça et c'est une compagnie, si je ne me trompe bien, basée sur l'exploitation du pétrole, pour la Non, production de pétrole. Voilà. non, Apple, c'est la compagnie qui fait les téléphones, les iPhones. Ok, Apple. Oui, c'est la compagnie qui fait les téléphones et les trucs comme les petits gadgets technologiques. Moi-même, j'ai pas entendu parler de ça, mais apparemment, le gouvernement congolais a récemment déposé une plainte contre cette compagnie parce qu'il la blâme d'amplifier le conflit dans le pays, bien sûr, pour continuer à exploiter ces minéraux qu'ils ont besoin pour créer tous leurs petits gadgets. Ah, ok, je vois. Bon, sur la compagnie Apple, je n'ai pas assez d'informations, mais ça, nous devons retenir, la guerre au Congo est soutenue par les grandes entreprises de la technologie. Et donc, la guerre à l'Est, le M23, parce que c'est là où se trouve le coltan, qui est important pour l'utilisation et pour la fabrication de ces appareils, est toujours soutenu par le multinational. Voilà tout ce que je peux faire comme commentaire sur cette plainte. Okay, so in regards to the question on this, this lawsuit that the DRC apparently submitted against Apple, he wasn't really aware of this lawsuit, but what he said, what he can say about, a company like Apple, which produces, all these different gadgets and cell phones and stuff, none of those gadgets can be produced without the critical minerals that are found in massive quantities in the Congo. So naturally, all of these tech giants are fully supportive or of any type of destabilization of the Congo, which would facilitate the loot of these minerals that they need. Okay, let's see. Okay, there's a question. Maybe I'm going to ask this question too because I feel like it's part two of this question-ish. Like, I'll let Maurice add to this. Il y a peut-être pour ajouter à ce que tu viens de dire, et je ne sais pas si c'est une question ou juste un commentaire en fait. Le camarade dit, je me demande c'est quoi la stratégie du gouvernement congolais à ARC, je ne sais pas c'est quoi ARC, à Apple et Samsung et Acer et en fait toutes les autres compagnies technologiques, disons. Donc, c'est quoi la stratégie? Peut-être c'est quoi ton opinion? Est-ce que tu penses que le gouvernement congolais a une stratégie face à ces différentes grosses compagnies de technologie qui créent ces différents gadgets comme Samsung, Tesla et tout cela? Oui, juste pour clarifier la question, j'aimerais juste savoir c'est quoi la stratégie, parce que
Apple n'est pas la seule compagnie qui est impliquée avec ce qui se passe dans l'Est du Congo. Toutes les grandes compagnies de l'Occident ont les mains dans le Congo, dans tout ce qui se passe dans le Congo. Pourquoi juste Apple? Pourquoi ne pas emmener toutes les différentes multinationales devant les tribunaux et essayer de régler ce problème? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière cette action du gouvernement congolais? Okay, so I'll just translate this before I let Maurice answer. So he asked, I'm wondering what the strategy is of the Congolese government in, regards to Apple and all these other companies. Like, why just Apple? Why are they not taking all these various companies like Samsung, Tesla, who are all complicit? Why aren't they taking them to, to court? But I'd just like to remind you, Maurice hadn't heard about this, so whoever asked the original question maybe has more info, but Maurice had not heard about this lawsuit. So I'm going to see if he has something to add to it. But OK, Maurice, est-ce que tu veux peut-être commenter sur cette comme deuxième partie? Est-ce que tu penses qu'il y a une stratégie que le gouvernement congolais a? Pourquoi est-ce qu'il n'emmène pas toutes ces compagnies en face d'un tribunal? Pourquoi juste Apple? Oui. Bon, tout ça, nous devons savoir dans cette guerre économique, dans cette guerre, parce que la guerre actuelle, c'est la guerre économique, évidemment. Donc, dans cette guerre économique, il y a une question d'intérêt. Et cette question d'intérêt est liée, et l'intérêt à question, c'est pour un gouvernement en place. Et lorsqu'un gouvernement en place se retrouve dans une position où il n'a pas assez d'intérêt dans la collaboration avec une entreprise multinationale, il va chercher toujours comment s'encharner contre elle et comment dénoncer sa collaboration avec le rebelle. Mais en réalité, nous savons tous que parmi ceux qui utilisent beaucoup plus le matière première qui vient des zones en guerre, ce sont des compagnies, c'est Ample, oui, c'est Ample qui utilise beaucoup plus le minerai critique de la RDC, le coltan. Donc, ce que nous devons savoir, c'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Et quand un gouvernement trouve qu'il n'a pas assez d'intérêt envers une compagnie, il commence les attaques. Donc, moi, ce que je comprends dans tous ces jeux. Okay, I mean, so Maurice was saying, like, to him, this is just like a question of interest. Like, whenever the Congolese government maybe sees like they're not getting enough out of, because remember, let's not forget that the Congolese government is a neo-colonial government. They do not care about the masses of their people. They are complicit in the loot and the exploitation of the Congo. And he says, like, he believes, whenever the Congolese government, maybe targets a specific company or a specific, enterprise, it's because, they're not getting enough out of the loot. I guess they're not getting enough out of this agreement. And this is just like a way to put pressure on them to, cut them in a little bit more on the deal. Like, this is not like genuine fight for sovereignty or for the people. It's just about ensuring the interests of the national bourgeoisie in the Congo who is corrupt against the people. So I'm going to take one last question, and I love this question so much because I feel like we can't talk about African liberation and not talk about the center of that, which is the AES. So the last question today is going to be, is there any impact that the emergence or the emerging AES partnership is having or may have on the Congo? Donc, Maurice, c'est la dernière question et c'est une question qui va maintenant parler un peu de l'AES. Le camarade demande, est-ce que l'émergence de l'AES a-t-il ou pourrait-il avoir un impact sur la situation en RDC? Oui, l'émergence de l'AES a un impact sur la RDC, mais particulièrement par le peuple congolais qui sont vraiment motivés de la lutte qui se passe dans cette partie de l'Afrique. Le problème, c'est le niveau idéologique.
ils apprécient, ah voilà, tout ce qui se passe là-bas, c'est OK. Mais le soir, ils sont dans des partis politiques impérialistes. Donc, c'est un problème de la maturité idéologique. Et c'est aussi euh, quelque chose de très important pour les Congolais parce que nous savons la révolution et les changements n'a pas une date fixe. Le fait que dans un pays africain, il y a une révolution et un changement, ça influence aussi la conscience collective. Malgré la masse dans l'ensemble, sont un peu aliénés euh, par les impérialistes, mais ça influence la masse. Il y aura un jour où ça va occasionner une révolution, soit un changement automatiquement. Et voilà, et ça influence, et ça a un impact vraiment direct sur le quotidien congolais. Ça a un impact vraiment. Parce que tout le monde parle quand Ibrahim Traoré, vous allez voir, tout le monde parle et tout le monde aime l'écouter. J'ai rencontré un jeune qui l'écoutait, je lui ai demandé pourquoi tu l'écoutes. Il ne- il n'arrive même pas à expliquer. Il n'arrive même pas à expliquer qu'il est vraiment motivé de tout ce qu'il fait pour son pays. Donc, avec le temps, nous espérons que, il y aura un changement et le peuple va prendre son destin à travers toutes les expériences que nous sommes en train de vivre en Afrique et ailleurs. Ça nous aide, ça nous aide. Okay, so again, the questions was the impact of the emerging AES? Was it having an impact on the situation of the Congo? And he said that yes, the emergence of the AES does have an impact on us here. You know, the Congolese masses are very much are aware of what, you know, the fact that there is something happening, something good happening in a neighboring country in Africa. They are seeing, you know, all these different positive news that come out of the AES, and they definitely appreciate it. But the issue is like, due to their, you know, kind of the general low political consciousness, they, you know, although they can appreciate this revolutionary sovereign, you know, progress over there, they can still continue at home to participate and to be members of the many, many, many neo-colonial political parties in the Congo. You know, they're not able quite to grasp that contradiction, right, of supporting the sovereign revolution elsewhere, but still, you know, not seeing how what's at home is so far away from that. And he says that, you know, someone like Ibrahim Traoré, of course, he's very loved. People, you know, are always listening to his speeches. He said he ran into a young man that was watching Ibrahim Traoré's speech, and, you know, he asked him, why are you listening to this? And, you know, the young man wasn't even able to fully understand why he was, you know, so captivated by Ibrahim. But, you know, it's the fact, you know, Ibrahim obviously exudes such a love for his people and love for his patrie that it's very inspiring to the people of the Congo. And he says that he believes that, you know, with time, you know, as things continue to develop in the years, it will continue to have more impact on the people in the Congo. People are definitely tuned into it, and, you know, they will continue to be, and eventually it will, the impact it has in the Congo will also increase, and people will, you know, move beyond just watching these speeches to now recognizing they have to do something at home to also become like that. So he says, you know, with time, he thinks what's happening in AES could have a really big effect on them in the Congo. All right, so that was our last question of the day. Thank you so much, Maurice, for being here today. This was amazing. I learned so much. I hope everybody else that was here also did. Thank you to all of our guests for being here today and sticking it out with us. I think our comrades have been putting all the different links you need in the chat. Like we said in the beginning, Maurice is our first recipient of this fellowship that we launched about a month ago as a coalition. The goal is $5,000. We are hoping to reach this goal by February 15th. So we are asking, you know, everybody who was here today to please support this fellowship, to please, you know, mobilize your comrades and your friends and your community to support this fellowship and, you know, help us contribute, you know, significantly to advancing the struggle in the Congo. Maurice made it so clear today the importance of the Congo in our collective liberation. The Congo is the heart of Africa. All of us have, you know, our entire lives are at stake in the Congo.
support these various platforms. Please support Le Comité de Kinshasa, which is Maurice's organization. I believe I saw someone drop in the chat. They also have an Instagram page. I saw someone also ask about how you can read their journal. The journal is, of course, it's in French. If you speak French, it's great. We can easily share it with you. You can also connect with the coalition. Maurice is a member of our coalition as well. So at any time, if you are wanting to get in touch with Maurice, get in touch with an organization, find ways to support one of those 2 projects he mentioned, the farm, which is a short-term project, and then, of course, the longer-term project, which is setting up a revolutionary educational center in Kolwezi. You can always get in touch with the coalition as well, and we can get you in touch with Maurice's organization. So thank you all for being here today. This is being recorded, which means that you can definitely revisit this webinar later on. OK, so nous sommes maintenant à la fin de ce webinaire. Merci énormément à camarade Maurice, vraiment pour cette excellente analyse et toutes tes interventions. On t'apprécie énormément. On a beaucoup appris aujourd'hui. On encourage tout le monde à supporter l'organisation dans laquelle Maurice est membre, le comité de Kinshasa. On a mis leur page Instagram dans le chat. Maurice est aussi membre de notre coalition, donc à n'importe quel moment, si vous voulez être en contact avec leur organisation, vous pouvez aussi le faire à travers la coalition. Je vous rappelle qu'aujourd'hui aussi, nous avons introduit la bourse pour pouvoir soutenir les militants panafricains en Afrique. Et Maurice est la première personne qui va recevoir cette bourse. Donc, les camarades ont mis plein de liens dans notre chat. On vous encourage, s'il vous plaît, de soutenir cette bourse. Encouragez vos camarades, vos amis, votre communauté aussi à soutenir cette bourse. Il ne faut jamais qu'on oublie que le Congo vraiment est le cœur de l'Afrique et nous tous, nous devons œuvrer à sa libération. Si nous sommes vraiment sérieux à libérer le continent africain. Donc, s'il vous plaît, allez dans le chat, vous pouvez suivre toutes nos pages, les pages du comité de Kinshasa. Ils ont 2 grands projets maintenant sur lesquels ils travaillent. La ferme à Goma avec les déplacés de guerre. Et ils veulent aussi bâtir un centre révolutionnaire, d'éducation révolutionnaire à Kolwezi. Donc, il faut, s'il vous plaît, partager ces différents projets, continuer à rester en contact. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils aimeraient lire les articles de Kemafumbe. Ils sont écrits en français. Donc, à tout moment, si vous voulez les lire, vous pouvez nous contacter. Et on va commencer aussi à diffuser et à partager ces écrits du comité de Kinshasa. Donc, merci une fois de plus d'être venu aujourd'hui. Cette session va être enregistrée, ce qui veut dire que vous pouvez toujours, à travers notre page Instagram, retrouver le recording de cette session. Donc, merci beaucoup, camarades, et bon week-end à tous. Merci. All right, y'all. Have a good Sunday. Forward ever, backwards never.